La récolte est rentrée, les potagers se vident, et, avouons-le, une légère mélancolie automnale s'empare de bon nombre d'entre nous. Mais, et si je vous disais que c'est précisément maintenant le moment idéal pour concrétiser le plus grand de vos rêves de jardinage? Aujourd'hui, pas de bêchage ni de semis. Nous allons créer, imaginer. C'est en septembre que nous allons concevoir la serre de vos rêves. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez un plan clair et précis qui transformera votre future serre non pas en une source de problèmes, mais en un véritable oasis de productivité et de plaisir. Alors, pourquoi septembre précisément? C'est simple. D'abord, vous avez encore frais en mémoire ce qui vous a manqué cette saison. Les tomates qui ont boudé à cause du froid, les poivrons qui ont manqué de soleil. Ces souvenirs sont votre meilleur cahier des charges. Ensuite, vous avez devant vous tout l'automne et tout l'hiver. C'est le moment idéal pour choisir tranquillement vos matériaux, dénicher les bonnes affaires et mûrir chaque détail, sans la précipitation des plantations printanières. Alors, par où commence ce rêve? Non, pas avec des plans détaillés ni le choix du polycarbonate. Il commence par une question simple que vous devez absolument vous poser. À quoi me servira ma serre, au juste? S'il vous plaît, ne sous-estimez pas cette étape. C'est le fondement même de tout votre projet. La réponse à cette question déterminera absolument tout, la taille, les matériaux, le budget et l'énergie que vous y consacrerez. Passons en revue les différentes possibilités. Peut-être votre objectif est-il un démarrage précoce. Vous souhaitez simplement cultiver des plants robustes et récolter les premiers radis et la salade quelques semaines avant vos voisins. C'est une première approche. Pour cela, une structure simple, de petite taille et même non chauffée peut suffire. Ou peut-être votre rêve est-il un paradis saisonnier. Vous voulez prolonger l'été pour vos tomates, poivrons et aubergines préférées, les protéger des rosées froides, des pluies et des premières gelées, afin de pouvoir récolter jusqu'à l'automne avancé. Là, les exigences sont plus élevées, une bonne ventilation et une structure plus robuste sont nécessaires. Et si vous visiez plutôt un oasis toute l'année? Cultiver des herbes aromatiques pour votre table de Noël, prendre soin de fleurs exotiques ou même d'agrumes, alors que la neige recouvre le paysage extérieur. C'est le nec plus ultra. Une telle serre nécessitera des fondations solides, un système de chauffage, un éclairage d'appoint et des coûts complètement différents. Vous voyez où je veux en venir? Sans définir clairement votre objectif, vous risquez soit de construire un lit spatioport trop cher et trop complexe pour quelques brins d'aneth, soit, à l'inverse, un abri fragile qui ne survivra pas à la première saison hivernale de vos projets ambitieux. Prenez donc le temps de faire une pause et de décider honnêtement pourquoi vous voulez une serre. Excellent, notre objectif est fixé. Adoptons maintenant la mentalité d'un agent immobilier et souvenons-nous de la règle d'or. L'emplacement, l'emplacement et encore l'emplacement. Un choix d'emplacement inadéquat peut anéantir tous vos efforts, même si vous construisez la serre la plus chère et la plus sophistiquée. C'est une décision que l'on prend une seule fois et qui conditionnera tout le reste. Le personnage clé de cette histoire, c'est le soleil. Votre serre doit littéralement se gorger de ses rayons. L'orientation idéale est d'aligner sa longueur, c'est-à-dire le versant de son toit, d'est en ouest. Ainsi, la plus grande surface, le côté sud, profitera d'un ensoleillement maximal tout au long de la journée. Votre mission est de dénicher sur votre terrain un point qui bénéficie d'au moins 6 à 8 heures de soleil par jour, surtout au printemps et à l'automne lorsque le soleil est bas. Faites le tour de votre parcelle le matin, à midi et le soir. Observez où tombent les ombres, celles de votre maison, de vos dépendances, du pommier du voisin. Même quelques heures d'ombre représentent une perte considérable de chaleur et de lumière, et par conséquent une baisse de rendement. Mais le soleil n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est son ennemi juré, le vent. Imaginez le vent comme un voleur. Il tente constamment de dérober la précieuse chaleur de votre serre. Plus la structure est battue par les vents, plus les coûts de chauffage seront élevés, et plus il sera ardu de maintenir un microclimat stable. Cherchez donc une protection naturelle. Une haie vive, une clôture ou un mur de la maison côté nord peuvent devenir d'excellents alliés. Assurez-vous simplement qu'ils ne projettent pas d'ombre. L'idéal est un coin tranquille,
ensoleillé et bien à l'abri. Voilà, l'emplacement idéal est trouvé, ensoleillé et bien abrité du vent. La question logique qui se pose maintenant est la suivante. Quelle sera la taille de notre future nourricière? Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Je vais la faire grande, comme ça j'aurai de la marge. Or, dans le monde des cerfs, plus grand ne signifie pas toujours mieux, loin de là. La taille doit être optimale et non maximale. Réfléchissons un instant. Premièrement, considérez ce que vous souhaitez cultiver. Si vous prévoyez principalement des tomates ou des concombres à croissance haute qui nécessitent de l'espace vertical, la hauteur jouera un rôle clé, surtout au niveau des parois latérales. Pour les cultures plus basses, comme les poivrons ou les herbes aromatiques, c'est la surface au sol des planches de culture qui sera la plus importante. Deuxièmement, évaluez vos capacités et le temps dont vous disposez. Chaque mètre carré supplémentaire représente non seulement un potentiel de récolte, mais aussi du travail, arrosage, désherbage, tutorage, préparation du sol. Si c'est votre première serre, évitez de construire d'emblée un hangar industriel. Commencez par une taille confortable, par exemple 3 mètres sur 6, c'est amplement suffisant pour une famille de 3 à 4 personnes et vous ne vous sentirez pas comme un esclave de votre plantation. Troisièmement, et c'est un aspect crucial, l'économie. Chaque mètre linéaire ou carré excédentaire signifie des coûts supplémentaires pour les matériaux, la fondation, et à l'avenir pour le chauffage et l'éclairage. Chauffer une immense serre à moitié vide en hiver, c'est littéralement jeter l'argent par les fenêtres. Calculez donc la surface nécessaire en fonction de vos besoins réels. L'emplacement est choisi, les dimensions sont fixées. Maintenant il est temps de redescendre sur terre, au sens propre du terme. Parlons de ce qui va soutenir notre serre, ses fondations. Beaucoup jugent cette étape fastidieuse et tentent d'y économiser, en posant la structure directement sur le sol. Et c'est là, chers amis, l'une des erreurs les plus critiques qui pourrait vous coûter la totalité de votre serre. Les fondations ne sont pas qu'une simple base, ce sont l'ancre qui maintient solidement votre structure. Sans elle, la première bourrasque de vent peut transformer votre rêve en un tas de métal tordu et de polycarbonate. Elle protège contre l'affaissement du sol, les inondations printanières et l'infiltration du froid venant de la terre. Quelle fondation choisir alors? L'option la plus simple et la plus populaire pour les serres légères en polycarbonate est une fondation en madrier de bois. On utilise généralement des madriers de section 100 par 100 mm traités avec un antiseptique. C'est relativement bon marché, simple à installer et cela remplit parfaitement ses fonctions. Mais attention, le bois n'est pas éternel et après 7 à 10 ans, il faudra probablement remplacer cette fondation. Si vous construisez pour durer ou si vous prévoyez une serre chauffée, il est judicieux d'envisager des solutions plus pérennes. Les fondations sur plots, par exemple, des plots ou des pieux, sont enfoncés ou vissés dans le sol, aux angles et le long du périmètre de la serre, sur lesquels le châssis est ensuite fixé. C'est une solution fiable, particulièrement adaptée au terrain en pente. Et enfin, le roi des fondations, les fondations sur semelles filantes, à faible profondeur. Il s'agit d'une bande de béton tout autour du périmètre de la serre. Les fondations sont posées. Il est temps de s'attaquer à l'ossature, le squelette de notre future beauté. C'est la charpente, la structure portante qui supportera tout, le revêtement, la charge de neige en hiver, les coups de vent et même vos futures récoltes que vous attacherez aux traverses. Le choix du matériau de l'ossature est donc crucial et doit être fait avec le plus grand soin. Historiquement, l'option classique est le bois. Une ossature en bois est très esthétique, écologique et facile à travailler. Cependant, le bois présente aussi ses inconvénients. Il nécessite un traitement régulier contre la pourriture, les moisissures et les insectes. Dans l'humidité constante d'une serre, un bois non traité ne durera pas très longtemps. De plus, les éléments en bois créent plus d'ombre que les profils métalliques fins. L'alternative moderne est une ossature métallique, et là, deux acteurs principaux se démarquent. Le premier, et le plus populaire dans le segment économique, est le profilé en acier galvanisé. Il est solide, léger, ne rouille pas grâce à son revêtement de zinc et est relativement abordable. Mais attention, il est essentiel de prêter attention à la qualité de la galvanisation et à l'épaisseur du métal.
les ossatures bon marché, faites de profils trop minces, peuvent ne pas supporter la charge de neige. De plus, aux endroits de soudure ou de rayures, la rouille peut apparaître avec le temps. Le deuxième acteur de cette ligue métallique est l'aluminium. Une ossature en aluminium, c'est ce qu'on pourrait appeler le segment premium. Il est léger, extrêmement robuste, totalement insensible à la corrosion et vous servira fidèlement pendant des décennies. Son principal inconvénient, le prix. Il est nettement plus cher que l'acier galvanisé. Mais si vous construisez une serre durable conçue pour de nombreuses années, investir dans une ossature en aluminium peut être tout à fait justifié. La structure est en place, il est temps de l'habiller. Le choix du matériau de couverture est sans doute le sujet le plus controversé sur tous les forums de jardinage. Faut-il opter pour le verre, le film plastique ou le polycarbonate alvéolaire? Chaque matériau a ses adeptes et ses détracteurs, et la vérité, comme souvent, se trouve quelque part au milieu. Commençons par le classique, le verre. Le verre offre une transparence maximale, ne se trouble pas avec le temps et conserve parfaitement sa forme. Mais il présente aussi de sérieux inconvénients. Premièrement, il est lourd, ce qui implique une structure solide et coûteuse. Deuxièmement, il est fragile. Une balle mal lancée ou de fortes grêles et adieu l'étanchéité. Et troisièmement, le verre a une conductivité thermique élevée. Cela signifie qu'il perd rapidement sa chaleur et une serre en verre se refroidira vite la nuit. Passons maintenant au film polyéthylène. C'est le matériau le plus économique et accessible. Les films stabilisés modernes peuvent durer plusieurs saisons. Ils sont légers, ne nécessitent pas une structure imposante et laissent bien passer la lumière. Mais leur principal inconvénient est leur faible longévité. Même le film de la meilleure qualité finit par se déchirer avec le temps, se ternit sous l'effet des UV et doit être remplacé. Ce sont des tracas constants et des coûts supplémentaires à long terme. Et enfin le champion de la popularité, le polycarbonate alvéolaire. Et ce n'est pas sans raison, il combine les avantages du verre et du film. Il est léger comme un film, mais robuste comme le verre. Grâce à sa structure alvéolaire, il conserve très bien la chaleur à l'image d'un double vitrage, ce qui permet de faire des économies de chauffage. Sa flexibilité permet de réaliser des structures arquées, mais ici aussi, il y a des pièges à éviter. Le squelette est monté, son habillage choisi. Abordons maintenant la silhouette de notre serre, c'est-à-dire sa forme. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, mais aussi de pure fonctionnalité. En effet, chaque forme interagit différemment avec la lumière, la charge de neige et l'espace intérieur. La forme la plus reconnaissable et traditionnelle est la serre à double pente, souvent appelée maisonnette. Son principal atout réside dans ses parois verticales droites. Cela permet d'utiliser au maximum l'espace le long des murs pour cultiver des plantes hautes, comme les tomates indéterminées. De plus, la toiture inclinée facilite l'évacuation de la neige et l'installation de lucarnes de ventilation au fait est très pratique. Cette forme est idéale pour le verre et simplifie grandement l'organisation du palissage des plantes. Le deuxième modèle le plus prisé est la serre tunnel ou serre à arceaux. Sa forme profilée la rend extrêmement résistante aux charges de vent. L'absence de jonction sur le toit lui confère également une excellente isolation thermique. Les structures en arceaux sont généralement moins coûteuses et plus simples à monter, surtout si vous utilisez du polycarbonate souple. Il y a cependant un inconvénient. À cause des parois inclinées, l'espace utile en bordure des allées est quelque peu réduit. Il n'est pas possible de planter des cultures hautes directement contre la paroi. Il existe aussi des options plus originales, mais très pratiques, par exemple la serre adossée ou murale. Comme son nom l'indique, elle est installée contre le mur d'une maison, d'une remise ou d'un garage. C'est une solution ingénieuse pour gagner de la place sur un petit terrain. De plus, le mur de la bâtisse sert d'accumulateur de chaleur. Il se réchauffe la journée et restitue sa chaleur à la serre pendant la nuit, ce qui atténue les variations de température. La structure est en place, les murs sont montés. Maintenant, parlons de l'élément essentiel qui transforme une serre de jardin d'Éden en véritable fournaise pour les plantes, la ventilation. Beaucoup de débutants se disent « une seule porte et un petit châssis de l'autre côté, ce sera suffisant ».
Hélas, c'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus néfastes. Imaginez une chaude journée de juillet. Le soleil fait monter la température à l'intérieur de la serre jusqu'à 50-60 degrés. À de telles températures, le pollen de nombreuses plantes, comme les tomates, devient stérile. Résultat, pas de pollinisation, pas de fructification, pas de récolte. De plus, un air stagnant, humide et chaud est le terrain idéal pour le développement des maladies fongiques, comme le mildiou. Une bonne ventilation n'est donc pas un luxe, mais une nécessité vitale. Comment organiser ces poumons pour notre serre? La règle d'or est la suivante. La surface totale de toutes les ouvertures de ventilation doit représenter au moins 20 à 25% de la surface au sol. Et il ne s'agit pas seulement de lucarnes de toit. Le système idéal crée un courant d'air que vous pouvez maîtriser. Pour cela, il faut des ouvertures non seulement en hauteur, au fait de la serre, mais aussi sur les côtés, près du sol. Vous créez ainsi une convection naturelle. L'air frais entre par les ouvertures basses, traverse les cultures, se réchauffe, monte et s'échappe par les ouvertures hautes, emportant avec lui l'excès de chaleur et d'humidité. Cela garantit un mouvement d'air constant, très apprécié des plantes. Et si vous souhaitez pousser le confort un cran plus loin, pensez aux ouvre-lucarnes automatiques. Ce sont de simples dispositifs hydrauliques qui, sans aucune électricité, ouvrent et ferment les ouvertures en fonction de la température. C'est une véritable magie et un soulagement si vous ne pouvez pas être constamment présent au jardin. Après avoir maîtrisé le refroidissement de notre serre, il est temps de s'attaquer à son chauffage. Si votre ambition va au-delà d'un simple départ anticipé, si vous visez une prolongation significative de la saison, voire une culture toute l'année, un système de chauffage est absolument indispensable. Les gelées automnales ou les retours de froid printanier peuvent ruiner des mois de travail en une seule nuit. Le choix du système de chauffage dépendra directement de vos objectifs, de votre budget et de la disponibilité des ressources énergétiques. La méthode la plus simple et la plus évidente reste le chauffage électrique. Vous pouvez installer un simple radiateur soufflant classique ou un chauffage infrarouge. Les chauffages infrarouges sont particulièrement intéressants car ils ne réchauffent pas l'air ambiant, mais directement le sol et les plantes, ce qui les rend plus efficaces et économes en énergie. Le principal atout de cette méthode est sa grande simplicité d'installation et d'utilisation. L'inconvénient majeur reste cependant le coût de l'électricité, qui peut se révéler salé sur les factures. Si vous construisez une serre d'hiver en dur, il serait pertinent d'étudier des alternatives plus pérennes et robustes. On peut notamment penser au chauffage hydraulique. Des tuyaux sont installés le long du périmètre de la serre ou sous les parterres, dans lesquels circule de l'eau chaude provenant d'une chaudière. Cette chaudière peut être à gaz, électrique ou à combustible solide, bois, granulé. C'est un système complexe et coûteux à l'installation, mais à l'usage, il s'avère souvent plus économique que le chauffage électrique direct, particulièrement pour les grandes surfaces. Il existe également des méthodes plus ingénieuses, comme le fameux accumulateur solaire. Pendant la journée, à l'aide d'un ventilateur, l'air chaud accumulé sous le toit de la serre est canalisé dans des tuyaux enterrés. Après la chaleur, penchons-nous sur l'eau, cette source de vie. La question de l'arrosage sous serre est bien plus cruciale qu'en pleine terre. Ici, pas de pluie naturelle, et l'évaporation y est très intense en raison des températures élevées. Le va-et-vient avec l'arrosoir ou le tuyau, surtout dans une grande serre, se transforme rapidement d'une agréable attention en une corvée épuisante. Heureusement, les solutions modernes peuvent vous débarrasser complètement de ce casse-tête. Bien sûr, le bon vieil arrosoir ou le tuyau muni d'un pistolet d'arrosage restent des options. C'est économique, simple, et cela vous offre un contrôle total sur le processus. Cependant, cette méthode exige votre présence constante et du temps. De plus, en arrosant avec un tuyau, il est facile d'éroder la terre au pied des plantes et de mouiller les feuilles, ce qui peut provoquer des maladies fongiques. Le pas suivant, c'est l'installation d'un système d'arrosage goutte à goutte. C'est, sans exagération, l'une des meilleures inventions pour tout jardinier. Le système se compose de conduites principales et de fines lignes de goutte à goutte percées de petits trous qui sont posés le long des rangées de plantes. L'eau est délivrée lentement, goutte après goutte, directement au pied de chaque plante.
Quels sont les avantages de cette méthode? Ils sont nombreux. Tout d'abord, une économie d'eau colossale. Elle ne s'évapore pas et ne se répand pas dans les allées. Deuxièmement, les feuilles restent sèches, ce qui réduit considérablement le risque de maladie. Troisièmement, le sol ne se compacte pas et ne forme pas de croûte. Et le principal bonus, un gain de temps et d'énergie considérable pour vous. Et pour aller encore plus loin, ce système peut être entièrement automatisé. Il suffit d'installer un simple programmateur d'arrosage sur votre robinet. Vous programmez les jours et les heures et le système active et désactive lui-même l'arrivée d'eau. Vous pouvez partir sereinement pour quelques jours, sachant que vos chers végétaux ne manqueront pas d'eau. Ce n'est pas aussi cher qu'il n'y paraît, et le niveau de confort est décuplé. Croyez-nous, une fois que vous aurez essayé l'arrosage automatique, vous ne voudrez plus jamais revenir à l'arrosoir. Les murs, le toit et les systèmes techniques sont en place. Maintenant, jetons un œil à l'intérieur. Un agencement intérieur bien pensé, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est avant tout une affaire de praticité pour vous et de bien-être pour vos plantes. Un espace mal optimisé peut vite transformer le travail sous serre en véritable parcours d'obstacles, voire en numéro d'acrobate. La première chose à définir, ce sont les allées et les planches de culture. Oubliez l'idée de tout transformer en un tapis végétal continu. Vous devez pouvoir accéder facilement à chaque plante pour l'entretenir, la tutorer et récolter. La règle d'or, une largeur de planche de culture ne dépassant pas 60 à 70 cm si l'accès se fait d'un seul côté et jusqu'à 120 cm si vous pouvez y accéder des deux côtés. Ainsi, vous atteindrez le centre sans avoir à piétiner la terre. Quant aux allées, prévoyez une largeur d'au moins 40 à 50 cm. Croyez-moi, vous apprécierez cet espace lorsque vous passerez avec des seaux ou une brouette. Il est préférable d'aménager les allées, dalles, planches de bois, gravier ou feutres géotextiles. Cela vous épargnera la boue et les mauvaises herbes. Je vous recommande vivement d'envisager les planches de culture surélevées ou les couches chaudes. Ce sont des bacs, des structures en bois, en ardoise ou en métal, d'une hauteur de 20 à 40 cm. Leurs avantages sont nombreux. Premièrement, vous n'aurez pas à vous pencher trop bas, ce qui soulagera votre dos. Deuxièmement, le sol de ces planches se réchauffe bien plus vite au printemps. Troisièmement, il est facile de les remplir d'un substrat nutritif idéal. Et si vous y intégrez une couche de matière organique en dessous, vous obtiendrez une couche chaude qui diffusera une chaleur bienfaisante aux racines de vos plantes. N'oubliez pas non plus l'espace vertical. Sous la toiture, vous pouvez tendre des treillis ou des fils pour tutorer les tomates et concombres à croissance haute. Sur les murs, installez des étagères étroites ou des tablettes pour les semis, les herbes aromatiques ou les outils. Une ergonomie bien pensée est la clé pour que le travail sous serre ne soit qu'un plaisir et non une source de maux de dos. On a beau veiller à la chaleur, à l'eau et au confort, il y a un autre élément crucial sans lequel la photosynthèse est tout simplement impossible, la lumière. On pourrait penser qu'une serre faite de matériaux transparents devrait offrir un éclairage suffisant. Mais ce n'est pas toujours le cas, surtout si vous vivez dans une région où les journées sont courtes ou si vous avez l'intention de cultiver en plein hiver. En automne et en hiver, la durée du jour se réduit drastiquement à 8 heures, voire moins. Or, la plupart des cultures maraîchères ont besoin de 12 à 14 heures de lumière pour un développement normal et une fructification optimale. Un manque d'éclairage entraîne un allongement excessif des jeunes pousses qui deviennent chétives et fragiles, et les plantes adultes cessent de former des fruits. C'est ici qu'intervient l'éclairage artificiel, ou, pour être plus précis, l'éclairage d'appoint. Et soyons clairs d'emblée, une simple ampoule incandescente ne suffira pas. Les plantes ont besoin de lumière d'un spectre bien spécifique, principalement le bleu et le rouge. Le spectre bleu est responsable de la croissance du système racinaire et du feuillage, tandis que le rouge stimule la floraison et la fructification. C'est précisément pour cela qu'on utilise des lampes horticoles spéciales pour l'éclairage d'appoint. Elles existent en plusieurs types. Les plus simples et désormais un peu désuètes sont les lampes fluorescentes. Les plus modernes sont les lampes à LED, diodes électroluminescentes. Les lampes horticoles LED représentent le meilleur choix à l'heure actuelle.
Elles sont très économes en énergie, ne chauffent presque pas, ont une durée de vie exceptionnelle et ce qui est le plus important, elles émettent la lumière précisément dans les spectres nécessaires aux plantes. Vous n'aurez pas besoin d'éclairer votre serre 24 heures sur 24. Il suffit d'allumer les lampes le matin quelques heures avant le lever du soleil et le soir après le coucher afin de rallonger la durée du jour jusqu'aux 12 à 14 heures indispensables. L'installation d'une simple minuterie sur une prise de courant automatisera entièrement ce processus. Les lampes horticoles sont votre soleil personnel, prêt à briller selon votre propre emploi du temps. On a construit la serre, installé l'électricité et l'eau. Il est temps de penser à l'essentiel, à la pièce maîtresse, le substrat. Se contenter d'y déverser la terre de votre potager est l'une des plus grandes erreurs à commettre. En effet, le sol de la serre fonctionne dans des conditions radicalement différentes, bien plus intenses qu'à l'extérieur. Il n'est pas lessivé par les pluies, ne gèle pas en hiver et ses nutriments sont très rapidement épuisés. Avec le temps, ce type de terre extérieure accumule des agents pathogènes et des larves de nuisibles qui, sous les conditions idéales d'une serre, se sentent comme au paradis. C'est pourquoi la préparation du substrat pour votre serre doit être abordée avec une attention particulière. Un substrat de serre idéal doit être léger, retenir bien l'humidité, être aéré et bien sûr très nutritif. Comment donc créer ce substrat de rêve? Votre terre de jardin ou de gazon peut en constituer la base, mais il est impératif de l'améliorer et de la désinfecter. Pour l'alléger, incorporez de la tourbe déacidifiée, du substrat de coco ou de la sure bien décomposée. Pour retenir l'humidité et améliorer la structure, le lombricompost ou la vermiculite sont d'excellents choix. Le composant le plus important, c'est l'apport nutritif. Incorporez impérativement du compost bien mûr ou du fumier décomposé. C'est non seulement une source d'oligo-éléments, mais aussi un refuge pour les micro-organismes bénéfiques qui rendront le sol vivant. Il ne sera pas superflu d'ajouter un engrais minéral complexe à libération lente. Avant de remplir les bacs de culture, il est fortement recommandé de procéder à une désinfection. Vous pouvez arroser le substrat avec une solution de permanganate de potassium ou utiliser des biopréparations spécifiques qui l'ensemenceront d'une microflore bénéfique, supprimant les agents pathogènes. N'oubliez pas, vous ne créez pas qu'un simple lit de culture mais un écosystème fermé, et de la santé de cette base, votre sol, dépendent directement la vitalité et la productivité de vos plantations. Dans notre serre, nous avons aménagé un monde idéal. Le sol est ameubli, les plantes bénéficient de chaleur et de lumière. Mais soyez-en certains, cette oasis douillée ne manquera pas d'attirer des hôtes indésirables. Dans l'espace confiné d'une serre, parasites et maladies peuvent se propager à une vitesse fulgurante et anéantir toute une récolte en quelques jours seulement. C'est pourquoi il est essentiel de penser à la protection non pas lorsque les feuilles sont déjà envahies par une armée de pucerons, mais dès la phase de conception. La première ligne de défense réside dans les barrières physiques. Toutes les ouvertures de ventilation, portes, lucarnes, aération, doivent impérativement être équipées de moustiquaires à mailles fines. C'est un moyen simple mais incroyablement efficace d'empêcher l'entrée des alerodes, des noctuels, des pucerons et autres insectes volants nuisibles. Assurez-vous que la moustiquaire est parfaitement ajustée sur tout le périmètre et qu'elle ne présente aucune fente. La deuxième ligne de défense repose sur l'hygiène et la prévention. N'introduisez jamais dans votre serre de terreau non vérifié ou de plantes provenant de l'extérieur. Il y a toujours un risque d'y introduire un cadeau indésirable sous forme de maladie ou de ravageur. Éliminez régulièrement les résidus végétaux, les feuilles mortes et les mauvaises herbes. Ils peuvent servir de refuge aux agents pathogènes. Après chaque saison, procédez impérativement à la désinfection de la structure et du sol. Et la troisième et la plus astucieuse ligne de défense est la rotation des cultures. Ne plantez pas les mêmes cultures, comme les tomates, au même endroit plusieurs années de suite. Cette pratique favorise l'accumulation de maladies spécifiques à cette culture dans le sol. Alternez les plantations. Après les tomates, cultivez des concombres, puis des légumes-feuilles, et enfin des engrais verts. Cette méthode assainit le sol et brise le cycle de vie des ravageurs.
Penser à la protection en amont est bien plus simple et économique que de devoir, par la suite, mener une guerre chimique totale pour sauver votre récolte. Nous avons conçu notre serre en pensant à chaque détail, mais la technologie évolue sans cesse et aujourd'hui, même une serre de jardin ordinaire peut devenir un peu intelligente. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de systèmes complexes avec intelligence artificielle, nous parlons de gadgets simples et abordables qui peuvent grandement vous faciliter la vie et augmenter l'efficacité de votre serre. Commençons par la surveillance. La clé, c'est une information précise sur le microclimat. Accrochez dans votre serre non pas un, mais 2 thermomètres, un au niveau des plantes, l'autre sous le toit pour bien comprendre la différence de température. Ajoutez impérativement un hygromètre pour contrôler l'humidité de l'air. Une humidité trop élevée est un chemin direct vers les maladies fongiques. Ces appareils simples sont vos yeux et vos oreilles à l'intérieur de la serre. L'étape suivante, c'est l'automatisation. Nous avons déjà parlé des ouvre-lucarnes automatiques et des minuteurs d'arrosage. C'est le niveau de base d'une serre intelligente qui vous fait déjà gagner énormément de temps et vous épargne bien des soucis. Vous pouvez être sûr que vos plantes ne cuiront pas sous la chaleur et ne se dessécheront pas pendant que vous êtes au travail. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des contrôleurs complets pour serre. C'est un petit appareil auquel se connectent des capteurs de température, d'humidité du sol et de l'air. Vous y définissez les paramètres souhaités et le contrôleur décide lui-même quand activer l'arrosage, ouvrir la lucarne, allumer le ventilateur ou même le chauffage. Certains modèles peuvent même vous envoyer des notifications sur votre smartphone. Bien sûr, cela représente un investissement plus conséquent, mais si vous habitez loin de votre jardin ou si vous valorisez simplement votre temps, de tels systèmes peuvent être un véritable atout. Vous pouvez commencer petit, avec un bon thermomètre et un minuteur d'arrosage. Ensuite, à mesure que vos ambitions grandissent, vous pourrez transformer progressivement votre serre en un véritable oasis autonome. Après avoir abordé de nombreux détails techniques, une question très terre-à-terre mais ô combien essentielle doit sûrement vous trotter dans la tête. Combien tout cela va-t-il coûter ? Le budget, c'est souvent le récif sur lequel échouent de nombreux projets prometteurs. Alors, parlons argent en toute transparence et sans détour. Le coût d'une serre peut varier du simple au décuple, voire bien plus. Un simple tunnel de jardin fait d'arceaux et de bâches coûtera quelques milliers de roubles, tandis qu'une serre d'hiver robuste, avec chauffage et automatisation, pourra atteindre des centaines de milliers. La première étape essentielle est donc d'établir un devis détaillé. Listez tous les postes de dépenses, les fondations, l'ossature, le revêtement, la visserie, les plates-bandes, le système d'arrosage et j'en passe. Comparez les prix dans les magasins de bricolage et sur Internet. Cela vous donnera une vision réaliste du budget nécessaire. Venons-en maintenant à l'essentiel. Où est-il possible de faire des économies et où est-ce absolument à proscrire ? N'économisez jamais, et je dis bien jamais, sur 2 éléments cruciaux, la robustesse de l'ossature et la qualité du revêtement. Une structure bon marché, faite de métal trop fin, pourrait tout simplement s'effondrer sous le poids de la neige. Quant à un polycarbonate de mauvaise qualité, sans protection UV, il se transformera en quelques années en une passoire fragile et jaunie. Cette fausse économie vous obligera à remplacer intégralement votre serre. Mais alors, où trouver de vraies opportunités d'économie ? Premièrement, beaucoup de travaux peuvent être réalisés par vous-même. Couler des fondations simples, assembler la structure, aménager les plates-bandes, tout cela ne demande pas de compétences extraordinaires et vous fera économiser sur la main-d'œuvre. Deuxièmement, soyez attentifs aux promotions saisonnières. En automne et en hiver, lorsque la demande diminue, de nombreux fabricants et magasins organisent des ventes et des réductions. Troisièmement, privilégiez des solutions plus économiques mais toujours fiables. Par exemple, une base en bois traitée au lieu de fondation en béton, si votre objectif n'est pas de construire une serre d'hiver permanente. La règle d'or du budget, économisez sur ce qui peut être facilement amélioré ou remplacé plus tard, mais investissez dans les fondations, c'est-à-dire dans l'ossature et le revêtement de votre serre. Votre projet est prêt, le budget est bouclé et vous avez hâte de vous lancer. Mais attendez un instant,
Avant de planter la première pelle, il est judicieux de consacrer 5 petites minutes à une question un peu rébarbative, mais potentiellement cruciale. La législation. Faut-il obtenir un permis de construire pour une serre? Dans la plupart des situations, si vous envisagez une serre de jardin standard en polycarbonate reposant sur une fondation légère, la réponse est simple. Non, aucune autorisation n'est requise. La loi considère généralement ce type de construction comme des aménagements non permanents ou des abris de jardin. Elles ne sont pas solidement ancrées au sol et peuvent en principe être démontées et déplacées. Cependant, et c'est là que le bât blesse, la situation change radicalement si votre serre commence à présenter les caractéristiques d'une construction permanente. Quels sont ces signes distinctifs? Premièrement, il s'agit d'une fondation enterrée et monolithique, comme une semelle filante. Une telle structure ne peut plus être simplement déplacée. Deuxièmement, la présence de raccordements fixes, par exemple pour un chauffage au gaz. Et troisièmement, les dimensions. Un hangar chauffé de grande taille ne peut décemment plus être qualifié de simple annexe de jardin. Si votre serre remplit ces critères, elle risque d'être classée comme une construction permanente, ce qui impliquerait l'obtention d'un permis de construire et son enregistrement officiel. Par ailleurs, il est essentiel de garder à l'esprit les règles d'urbanisme relatives à l'implantation des bâtiments sur une parcelle. À titre d'exemple, il est interdit de construire une serre directement contre la clôture de votre voisin. Un recul d'au moins 1 mètre est généralement exigé. Pour éviter tout désagrément futur, surtout si vos relations avec le voisinage sont complexes ou si vous avez des projets de grande ampleur, mieux vaut prendre les devants. Il suffit de contacter le service d'urbanisme de votre mairie pour poser la question. Cela ne vous prendra que quelques minutes, mais vous épargnera une multitude de tracas, de nerfs et d'argent à l'avenir. Nous avons déjà bien exploré la théorie de la conception, mais il y a un monde entre la théorie et la pratique. Pour bien assimiler ces notions, rien de tel que d'apprendre des erreurs des autres. J'ai rassemblé pour vous le top 3 des erreurs les plus courantes et les plus coûteuses que commettent les débutants lorsqu'ils installent une serre. Retenez-les bien pour ne jamais les reproduire. Erreur numéro 1, la fondation à l'économie ou le mythe du ça tiendra bien. Il s'agit de vouloir faire des économies sur la fondation et la structure. On achète la serre la moins chère, on la pose à même le sol, on bloque les pieds avec quelques briques et on se félicite d'avoir fait une bonne affaire. Puis arrive le premier hiver avec ses abondantes chutes de neige ou un bon coup de vent printanier. Le résultat est malheureusement prévisible. La serre s'envole chez les voisins ou s'effondre sous le poids de la neige, tel un château de cartes. Retenez bien ceci, une fondation solide et une armature robuste ne sont pas un luxe, mais votre meilleure assurance contre les éléments. Erreur numéro 2. Le « ça ira bien comme ça » appliqué à la ventilation. Il s'agit de négliger l'importance de la ventilation. Comme nous l'avons déjà mentionné, beaucoup se contentent d'une seule porte et d'une minuscule aération. En été, une telle serre se transforme en étuve infernale. Les plantes ne sont pas pollinisées, brûlent sous un soleil ardent et tombent malades à cause de la chaleur étouffante et de l'humidité stagnante. Pas de récolte, mais une immense déception. Répétons-le. La surface des ouvertures d'aération doit représenter au minimum 20% de la surface au sol de la serre, et il vaut toujours mieux en faire trop que pas assez. Et enfin, erreur numéro 3, le « ici, c'est joli » pour le choix de l'emplacement. Il s'agit d'un mauvais choix d'emplacement. La serre est installée à l'ombre d'un grand arbre parce que c'est plus agréable là, ou alors sur l'endroit le plus exposé au vent parce que la vue est imprenable. Le résultat est malheureusement prévisible. À l'ombre, les plantes s'étiolent et ne fructifient pas, tandis qu'au vent, la structure perd rapidement sa chaleur et se fragilise. D'abord une analyse approfondie de l'ensoleillement et de l'exposition au vent, et seulement après, l'installation. En évitant ces 3 erreurs fondamentales, vous augmentez déjà de 80% vos chances de succès. Imaginons notre serre déjà montée, prête à accueillir ses premiers locataires. La question se pose alors, un peu comme dans une colocation, qui va s'entendre avec qui? La bonne entente entre les cultures ou allélopathie est encore plus essentielle dans l'espace confiné d'une serre qu'en pleine terre. Certaines plantes peuvent se soutenir mutuellement, tandis que d'autres risquent de s'inhiber.
voire de se nuire. Alors, qui sont les meilleurs amis? Le trio classique, tomates, poivrons et aubergines, appartient à la même famille des Solanacées et a des exigences similaires, ce qui leur permet de cohabiter harmonieusement. Attention cependant, car ils partagent aussi les mêmes maladies. Le basilic et d'autres herbes aromatiques seront d'excellents compagnons pour eux. Le basilic, grâce à son parfum, éloigne les nuisibles et, dit-on, rehausse même la saveur des tomates. Les concombres, eux, ont un caractère bien trempé. Ils adorent une humidité très élevée, ce que les tomates ne supportent absolument pas. L'idéal est donc de les cultiver dans des serres différentes, ou du moins aux extrémités opposées d'une grande serre, en les séparant par un film plastique. Pour les concombres, l'aneth et les légumineuses comme le haricot, qui enrichit le sol en azote, feront de très bons voisins. Et qui ne faut-il surtout pas planter côte à côte? Le fenouil et les tomates, par exemple. Le fenouil libère des substances qui inhibent la croissance des tomates. Quant aux pommes de terre, bien que proches parentes des tomates, elles sont souvent porteuses du mildiou. Il est donc préférable de ne pas les introduire dans une serre. Utilisez l'espace intelligemment. Le long des bordures de culture des plantes hautes, vous pouvez semer de la salade, des radis ou des épinards nains. Pendant que les géants grandiront, vous aurez déjà récolté plusieurs fois ces légumes-feuilles. Une cohabitation bien pensée, c'est non seulement un gain de place, mais aussi une protection naturelle et une meilleure productivité. Et nous voici arrivés au cœur du sujet. Vous pensiez peut-être que le secret résidait dans un polycarbonate coûteux ou un système d'arrosage intelligent? Eh bien, détrompez-vous. Le véritable tournant dans la conception d'une serre, c'est de réaliser que vous ne bâtissez pas qu'une simple maisonnette pour plantes. Vous créez un écosystème autonome, un petit monde dont vous êtes l'architecte. Une ventilation parfaite n'est pas un objectif en soi, mais elle est cruciale car elle prévient les maladies que vous seriez sinon contraint de traiter chimiquement. Un sol sain, ce n'est pas juste de la terre, c'est un organisme vivant qui nourrira vos plantes bien mieux que n'importe quel engrais. Et un emplacement judicieusement choisi, c'est de l'énergie solaire gratuite qui vous fera faire de belles économies sur le chauffage. Voici donc le grand secret. Tous ces 20 points sont interconnectés, formant un système cohérent et unique. Et quand vous percevez cette interconnexion, vous cessez de simplement construire une serre, vous commencez à façonner un rêve. Pour résumer, la serre idéale n'est pas un assemblage de composants onéreux, mais un système intelligemment conçu, où chaque élément œuvre en parfaite harmonie. Et le mois de septembre est le moment idéal pour poser, sans aucune précipitation, les fondations de cette harmonie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures aventures au jardin. Et maintenant, la question est pour vous. De quelle serre rêvez-vous? Quel est, pour vous personnellement, l'élément le plus crucial? Peut-être un coin douillet pour un fauteuil à bascule, niché au milieu de vos plants de tomates? Écrivez-nous en commentaire, nous serions ravis d'en discuter.